En novembre 2017, la soirée s'annonce comme les autres au Café La Crème, situé dans un quartier raffiné et réputé pour sa vie nocturne à Marrakech. Dans ce luxueux établissement prisé des Marocains d'origine néerlandaise, les clients savourent l'ambiance feutrée sur la terrasse bondée. L'atmosphère paisible est brutalement brisée lorsque deux hommes font irruption. Dans la pénombre de cette soirée, ils repèrent un homme en t-shirt blanc assis à une table. Sans hésitation, ils s'approchent et ouvrent le feu, faisant une victime. Ce n'est que plus tard que la terrible erreur est révélée. La victime n'est pas Mustapha F, le propriétaire du café et cible visée, mais Hamza Chaïb, un étudiant en médecine de 26 ans, fils d'un président de la cour d'appel de Beni Mellal au Maroc. Le jeune homme s'est installé à la même place quelques minutes après le départ de Mustapha. Portant également un t-shirt blanc, il est pris pour cible dans une tragique confusion. Cette affaire va devenir l'une des plus retentissantes entre les Pays-Bas et le Maroc, mettant en lumière la guerre pour le contrôle du marché de la coke opposant deux organisations majeures, celle de Mustapha F, dit Mouss, et celle de Ridwan T. La réorganisation du milieu néerlandais après 2014 illustre parfaitement les dynamiques complexes du crime organisé. Tout commence quand Samir B est liquidé dans le sud de l'Espagne en 2014. Surnommé Scarface en raison d'une cicatrice au visage acquise lors d'une bagarre nocturne à Amsterdam, il était considéré comme l'un des plus importants trafiquants de coke d'Europe et demeure dans les mémoires comme le premier véritable baron de la drogue d'Amsterdam, méritant le surnom de milliardaire de la coke. Sa mort crée un vide de pouvoir qui est rapidement comblé par différents groupes. Son frère Karim, surnommé Taxi en raison de son ancien métier de chauffeur après une brève peine de prison, se retrouve à la tête d'un empire qu'il n'avait jamais désiré. Aîné d'une famille marocaine de 5 enfants d'Amsterdam, son parcours contraste fortement avec celui de son petit frère. En effet, Scarface s'était bâti une réputation légendaire dans le milieu. Son intelligence et son sens des affaires étaient reconnus par tous. On raconte même qu'il aurait acheté un centre commercial à Dubaï pour 200 millions d'euros en liquide. Une histoire qui, vrai ou non, témoigne de son influence considérable. Contrairement à son frère qui était sous les projecteurs, Karim travaillait dans l'ombre. Selon la justice, il faisait le lien entre les activités illicites et légales. Son talent ? Transformer l'argent sale en investissements légaux, notamment dans l'immobilier. La liquidation de Scarface change tout. Son organisation se retrouve dans le chaos. La grande question n'est pas seulement de savoir qui l'a liquidé, mais surtout qui va diriger l'empire qu'il a bâti. Après plusieurs discussions, tous les partenaires se mettent d'accord. C'est Karim qui prendra la place de son frère, car c'est le meilleur moyen de garder l'organisation stable. Peu de temps après, l'équipe de renseignement criminel reçoit des informations anonymes à son sujet. Selon ses sources, l'organisation de Karim, qui est le frère de Scarface, est principalement impliquée dans le blanchiment d'argent provenant du trafic de coke. L'organisation aurait aussi des liens avec Mohamed N, un fugitif recherché par les autorités depuis 2022. Les deux opèrent en tandem tout en gardant leur autonomie. Karim s'occupe de l'argent, pendant que Mohamed gérerait la contrebande de coke à grande échelle grâce à ses relations en Colombie. Parmi les héritiers du clan de Scarface, Mustapha, un néerlando-marocain surnommé Mouss, se démarque particulièrement. À la tête de sa propre organisation, il aurait amassé une fortune considérable, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Cette réussite financière l'a conduit à mener un train de vie fastueux, caractérisé par des voitures de luxe et une existence ostentatoire. Son ascension fulgurante dans le milieu lui a valu plusieurs surnoms, notamment Amotor et Mouss No Limit, ce dernier faisant référence à la boîte de nuit dont il était propriétaire. Au début, les différentes bandes des Pays-Bas travaillaient ensemble, mais selon la police, tout a basculé quand une violente rivalité les a séparés en deux groupes ennemis, cherchant à s'éliminer l'un l'autre. D'un côté se trouvent les héritiers de Scarface, notamment Karim et Mouss, et de l'autre, le triumvirat, composé de Rico le Chilien, Nofel et Ridwan T, le numéro 1 de la pègre. Ce trio cherche à s'emparer définitivement du pouvoir en éliminant systématiquement tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Au cœur de cette guerre se trouve le contrôle des routes de la poudre blanche entre l'Amérique du Sud et l'Europe. L'enjeu est simple mais décisif, celui qui contrôle ces routes domine le marché européen et empoche des profits colossaux. Mustapha et Ridwan ont la même histoire. Nés au Maroc, ils sont arrivés très jeunes aux Pays-Bas avec leur famille. En peu de temps, ils sont devenus des caïds importants, gagnant beaucoup d'argent grâce au trafic de drogue.
Dès 2015, la police disposait déjà d'informations indiquant que Mousse était devenu un acteur majeur dans ce milieu. Les tensions entre les deux groupes montent progressivement jusqu'à atteindre un point de rupture début 2016. L'élément déclencheur survient lorsque la police découvre une camionnette bizarre. Elle est déguisée avec des autocollants de tennis, mais en réalité, c'est un véhicule espion. À l'intérieur, les enquêteurs trouvent un système d'enregistrement vidéo dissimulé et une carte SD contenant des photos de surveillance de Jawad F, alias Bol, le neveu de Ridwan. Alerté par la police, Jawad transmet ensuite à Ridwan dans un message crypté les informations que les enquêteurs lui ont montrées. C'était devant la porte de ma maison, frère. Ils ont pris 3 photos de moi debout devant la porte et les policiers m'ont montré une photo d'une camionnette de club de tennis. Au début, les proches de Ridwan pensent que cette camionnette qui surveille appartient à un bandit qu'on appelle le Boucher. Mais la police découvre vite que c'est en fait l'équipe de Mousse qui est derrière tout ça. À partir de là, les deux groupes commencent à s'espionner l'un l'autre. Le ministère public explique que quand Ridwan apprend que Mousse le surveille, il décide de se venger de manière violente. En avril 2016, Ridwan lance une opération d'envergure. Son objectif est clair, éliminer Mustapha F dans sa discothèque, le No Limit à Zoetermeer. Les communications interceptées révèlent son obsession. Donne des instructions très précises aux tireurs. Ils doivent absolument éliminer cet homme. Ils peuvent pas se permettre d'échouer. Pour cette mission, Ridwan travaille avec 2 personnes, son frère Morad et Jérel P. Ce dernier est un membre important de la Mokro Mafia, chargé de diriger l'équipe qui doit exécuter le plan. Jérel a déjà fait parler de lui. Il est soupçonné d'avoir liquidé un employé innocent dans un magasin d'espionnage sur ordre de Ridwan. La police pense que c'est lui qui s'est enfui en moto à 240 km/h après la liquidation. Arrêté peu après, il a été relâché rapidement en raison d'un manque de preuves à l'époque. De retour à la boîte de nuit, Morad envoie un message à Jérel. Cet homme doit dormir, quoi qu'il en coûte, mon frère. On va au club maintenant. On a fait une réservation. Quand la boîte de nuit commence à se vider, il arrive souvent 20 à 30 minutes après. L'un de nous sortira fumer une cigarette pour vérifier s'il est là. Comme ça, on saura quelle voiture il a et avec combien de personnes il entre. Une fois à l'intérieur, l'un de nous verra comment il est habillé. Il fait toujours pareil. Il serre des mains, danse, fait le malin, puis va s'asseoir à sa table. Dès qu'il sera assis, je t'envoie un message. Ridwan ajoute alors Je peux pas assez insister. Il faut y aller à fond. Et peu importe qui se trouve là-bas. On n'en a rien à faire. Le message de Ridwan est clair, il faut éliminer Mousse, peu importe les risques pour les autres clients de la boîte de nuit. Sur place, 2 équipes sont prêtes, les hommes de Morad surveillent les lieux, pendant que Jérel et ses tireurs attendent le signal. Mais pour l'instant, Mousse n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore à l'intérieur. Ok, frère. Nuit après nuit, les tentatives d'attaque échouent car Mousse ne sort plus de chez lui. Énervé par les tireurs qui n'arrivent pas à agir, Ridwan parle à Jérel. On a vraiment l'air d'une équipe d'amateurs. Et ces types qui se plaignent, dès qu'il fait jour, ça commence à me laisser un goût amer. Tant de risques pris, de temps perdu, d'énergie gaspillée, de stress enduré. Et toujours rien n'aboutit à cause d'eux. On doit régler ça aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Dis-leur que ça peut aller jusqu'à 6h du matin. Même s'il fait jour, il faut que ce soit fait. J'irai moi-même, je ferai ce qui doit être fait, même en plein jour. Ok, dans ce cas, ça va certainement bien se passer. Jérel promet à Ridwan qu'il se chargera lui-même de la mission si nécessaire. L'équipe attend toute la nuit devant la boîte de nuit. Au matin, il voit beaucoup de voitures et de policiers dans la rue. C'est encore plus difficile d'agir car Mousse sait qu'il est en danger. Il a des gardes du corps avec lui et fait très attention quand il sort du club. Ces informations sont confirmées par les messages des exécutants présents sur place. Les gardes du corps patrouillent maintenant aux alentours et passent même devant la station-service près du club. Ce fait littéralement tout surveiller. Ce fils de est trop parano et refuse de rouler dans les embouteillages. Les gardes se tiennent près de sa voiture, donc il va sortir bientôt de la boîte de nuit. Face aux gardes du corps et à la surveillance accrue de Mousse, Ridwan doit finalement abandonner son plan d'attaque. Plus tard dans la journée, les messages montrent que Mousse devient la cible prioritaire de Ridwan, dont la patience s'épuise. Je
Je deviens complètement fou à cause de ce qui se prend pour Tony. Tony, une référence directe à Tony Montana dans le film Scarface. La situation devient de plus en plus difficile pour Mousse. La police le surveille en permanence et il fait face à beaucoup de problèmes, notamment avec sa boîte de nuit, qui doit fermer plusieurs fois. Il décide alors de s'installer principalement au Maroc. Le 2 novembre 2017, dans son café à Marrakech, situé dans un quartier très touristique près de nombreux hôtels, la violence atteint son paroxysme. Deux Néerlandais, chargés d'éliminer Mousse, le rival de Ridwan, commettent une erreur fatale à la terrasse du café. Aveuglés par le stress, ils ne remarquent pas que leur cible s'est levée, cédant sa place à un étudiant en médecine qui porte lui aussi un t-shirt blanc. Après leur fuite en scooter, ils sont rapidement arrêtés. La découverte que la victime était le fils d'un magistrat marocain déclenche un scandale national et une réaction ferme des autorités. Le duo encourt la peine de mort qui se traduit en pratique par une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cette fusillade a également fait d'autres blessés, un fait peu connu. Je suis rentrée à la maison, je suis sortie de la clinique vendredi soir. Alhamdoulilah, mon état il s'est amélioré physiquement, je vais mieux. Petit à petit, je récupère. Grâce à Dieu. Alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu que je suis là. Selon les enquêteurs des deux pays, c'est le groupe de Ridwan qui est derrière cette mission. Le Maroc réagit très sévèrement. La police arrête 28 personnes, y compris les deux frères de Ridwan. Jamal, son grand frère, et Morad, son petit frère, sont condamnés à passer de nombreuses années en prison. Mustapha F, alias Mousse, la cible initiale, écope de 15 ans de prison pour trafic international de stupes. La réponse du Maroc est sans équivoque. Non seulement cette liquidation est inacceptable, mais les autorités démantèlent également l'empire financier des criminels, Mousse en première ligne. Les grands caïds néerlandais qui gagnent énormément d'argent le placent au Maroc. Ils utilisent des experts pour cacher cet argent, ce qui complique le travail de la police pour le retrouver. Tout le monde savait que ces gangsters se montraient ouvertement dans les rues de Tanger et Marrakech, mais il a fallu attendre un événement grave pour que les autorités agissent. Suite à ces événements, une enquête approfondie des autorités marocaines a révélé l'ampleur stupéfiante de l'empire financier de Mousse. Sa fortune, massivement détournée vers le Maroc, incluait un patrimoine spectaculaire. Des restaurants, des complexes immobiliers luxueux dotés de piscines et une collection extravagante de véhicules, notamment une Bentley au toit couvert de feuilles d'or et une Rolls-Royce incrustée de diamants. Suivant les méthodes habituelles de la Mocro-Mafia, ces biens étaient enregistrés principalement au nom de membres de sa famille. Le Maroc a confisqué tous ses biens et lui a demandé de payer 27 millions d'euros. Un élément important mérite d'être souligné dans cette affaire. En 2024, lors du procès de Marengo aux Pays-Bas, le groupe de Ridwan a été jugé pour plusieurs liquidations. Mohamed El-A, l'un des membres du groupe, a décidé de parler librement. Sans nommer Ridwan directement, Mohamed dit qu'il a souvent averti les gens quand il savait que Ridwan prévoyait de les éliminer. Il affirme que sa conscience et sa foi l'empêchaient de garder le silence quand il savait que des gens allaient être tués. Il affirme au journal Het Parool avoir rencontré Mousse à l'hôtel Sofitel de Marrakech peu avant la fusillade, dans le but de prévenir et de servir de médiateur entre les deux groupes. Son objectif était de résoudre le conflit avant qu'il ne dégénère. Cependant, selon lui, il s'est heurté à un mur. Mousse aurait réagi avec arrogance, percevant cette discussion comme une menace plutôt qu'une tentative de trouver une solution. Mousse aurait déclaré « Si vous voulez la guerre, j'ai 100 millions pour la mener et vous verrez. » Mousse aurait dit qu'il était à un tout autre niveau qu'eux. Lors de son interrogatoire par la police marocaine, il a confirmé sa rencontre avec Mohamed à l'hôtel, mais l'a décrite comme une tentative d'extorsion, un ultime avertissement suite à son refus de payer. L'arrogance de Mousse a apparemment entraîné d'autres liquidations. En 2018, Hamza Ziani, un proche de son entourage, a été éliminé en Espagne. Une empreinte digitale de ce dernier avait été retrouvée dans la camionnette de surveillance mentionnée plus tôt. En 2019, Dennis Gronfeld, qui servait de garde du corps aux fidèles de Mousse, a également été liquidé, et ce, malgré les avertissements que Mohamed affirme lui avoir fait parvenir via des intermédiaires. Selon Mohamed, ces liquidations auraient pu être évitées si Mousse avait mis son orgueil de côté et avait cherché à résoudre le conflit. Ces déclarations doivent être considérées avec prudence.
Il affirmait avoir tenté de prévenir de nombreuses personnes, notamment le groupe du criminel surnommé Le Boucher, ainsi que son entourage composé de Chino et de Hugo. Cependant, ces messages à Ridwan révèlent une attitude radicalement différente lorsqu'il parle de ses mêmes rivaux. Inch'Allah, sire, crois-moi, une fois ce Hugo et ce Chino éliminés, il ne restera plus rien. Ce ne sont que des et des voleurs. Et ces ne valent rien. Je sais qu'il ne faut sous-estimer personne, mais ce sont de vrais lâches. Dans ses messages, il était très agressif. Mais au tribunal, il a avoué que ce n'était que du théâtre. Il explique avoir été petit à petit attiré dans le monde du crime de Ridwan. La situation est devenue délicate quand Ridwan lui a confié des secrets importants. Ces secrets sont devenus comme une prison, il ne pouvait plus s'en sortir. Nous avons progressivement établi une relation de confiance. J'ai senti qu'il cherchait à me confier toujours plus de secrets pour m'impliquer davantage. Je me suis retrouvé à en savoir trop sur lui et j'ai compris qu'il me faudrait être très prudent si je voulais un jour m'en éloigner. Il déclare avoir participé aux discussions et envoyé des messages agressifs uniquement pour faire croire qu'il était de leur côté et éviter que Ridwan ne perde la raison et ne le prenne pour cible. Ce que j'ai compris de ces conversations et de sa vision des autres, c'est que certains ont été ses élèves pendant 20 ans et se sont volatilisés du jour au lendemain. Alors, quand on ne connaît quelqu'un que depuis 1 an, on fait très attention. Quelle qu'en soit la vérité, Mohamed a été condamné à 13 ans de prison ferme pour son rôle dans l'organisation de Ridwan. Que dire du tristement célèbre Gérel P qui, selon le ministère public, aurait participé à la tentative de liquidation de Mousse devant sa boîte de nuit? Après l'échec de cette mission, il a poursuivi ses activités, fidèle à sa spécialité, éliminer des gens. Le 10 décembre 2016, Gérel orchestre un plan méticuleux pour piéger 2 victimes. Il leur propose un travail bien payé et leur demande d'apporter des cagoules et des gants. Après avoir reporté le rendez-vous plusieurs fois, il finit par les rencontrer à Utrecht et les fait monter dans une Audi volée. Gérel conduit jusqu'à un endroit isolé près d'une prairie. Pendant le trajet, il exige le silence total. Une fois arrivé, il fait descendre les 2 hommes de la voiture. Constatant que la circulation s'est calmée, il passe soudainement à l'action. Sans avertissement, il tire une balle dans la tête du premier homme qui s'effondre au sol, puis continue à lui tirer dessus. Le 2e homme tente de s'enfuir, mais Gérel parvient également à le toucher. Les 2 victimes ont survécu en faisant semblant d'être morts, tandis que Gérel est parvenu à fuir plus tard vers le Suriname. Plus tard, l'une des victimes a témoigné de cette trahison en déclarant « J'étais son bon ami, je le considérais comme un membre de ma famille. Je mangeais même régulièrement chez sa mère. J'espère qu'il sera retrouvé et traduit en justice pour qu'il ne puisse plus faire de mal à d'autres et que ce chapitre puisse enfin se refermer. » On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il a juste suivi son plan froidement, comme un robot. Sa fuite est pourtant de courte durée. Après une soirée de célébration dans un bar au Suriname, Gérel est arrêté par une équipe d'intervention grâce aux informations de la police néerlandaise. Les Pays-Bas demandent son extradition, mais Gérel, sachant qu'une peine lourde l'y attend, orchestre une évasion spectaculaire 2 semaines plus tard. Une arme avait été cachée dans les toilettes de la prison. Il s'en empare, prend un garde en otage en le menaçant, puis s'échappe tranquillement par la porte principale, où une voiture l'attend. Pendant 4 ans, Gérel est resté introuvable. Ce n'est qu'en mars 2021 que les détectives d'Interpol ont finalement réussi à le localiser à Rio de Janeiro, au Brésil, grâce à des informations fournies par la DEA. Pour retrouver Gérel, les enquêteurs se concentrent sur sa petite amie, suspectée de résider dans un quartier luxueux de la ville. Leur zone de recherche se resserre autour de ce secteur composé d'immeubles et de tours résidentielles, tous gardés par des portiers vigilants. En montrant la photo de Gérel aux différents portiers, les détectives finissent par obtenir une identification positive et l'emplacement de sa résidence. Les événements s'enchaînent rapidement. Gérel est retrouvé dans un grand complexe d'appartements. L'endroit est parfait pour se cacher, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vivre sans avoir besoin de sortir. Les enquêteurs découvrent qu'il fréquente régulièrement la salle de sport et le reconnaissent sur les images de vidéosurveillance. Lors de l'intervention policière dans l'appartement, Gérel est arrêté sans résistance, visiblement pris au dépourvu. D'après les autorités brésiliennes, il menait une vie discrète à Rio de Janeiro. Tous les logements étaient enregistrés au nom de sa petite amie et les paiements se faisaient exclusivement en espèces.
Suite à l'échec de la mission à Marrakech, les deux équipes ont essuyé de lourdes pertes. Mousse est incarcéré au Maroc, aux côtés de nombreux membres de la famille de Ridwan. Ridwan lui-même purge sa peine aux Pays-Bas, tout comme ses associés Nofel et Rico. Seul Karim, surnommé Taxi, semble avoir réussi à échapper à la justice. Il s'est retrouvé au cœur des mêmes conflits qui avaient coûté la vie à son frère Scarface. Face à des menaces constantes, il était contraint de se déplacer sans cesse. Cette prudence n'était pas excessive, la police avait été informée que d'anciens commandos yougoslaves étaient chargés de l'éliminer, lui et les membres de son groupe, sur ordre de ses rivaux jurés. Plus alarmant encore, les services d'enquête ont découvert que les affiliés du groupe de Ridwan préparaient sa liquidation à Dubaï. Non pas avec des armes à feu, trop risquées dans l'Émirat aux lois strictes, mais avec des couteaux. Lors d'un interrogatoire, Karim, sous la pression permanente des menaces, a avoué être traqué et devoir constamment surveiller ses arrières. Dans la rue, une rumeur circulait. Il serait la prochaine cible. Averti une énième fois que sa vie était en danger et ne se sentant plus en sécurité à Dubaï, il est retourné en Espagne, un territoire qu'il connaissait par cœur. C'est là qu'en janvier 2024, lui et ses complices ont été arrêtés pour des soupçons de blanchiment d'argent. Selon les médias espagnols, l'enquête a mené à la saisie de 172 propriétés pour une valeur estimée à 50 millions d'euros. À la surprise générale, après son arrestation, Karim B a obtenu une libération sous caution de seulement 50 000 euros, une somme dérisoire au vu de son patrimoine. Son avocat a habilement exploité les failles du système judiciaire espagnol. Alors que les Pays-Bas réclamaient son extradition pour trafic de drogue, un procureur de Malaga a insisté pour qu'il soit d'abord jugé en Espagne pour blanchiment d'argent, où le régime de détention provisoire s'avère plus souple. Malgré l'obligation de se présenter 2 fois par mois au tribunal et la confiscation de son passeport, Karim Taxi a opté pour la solution la plus simple, s'évaporer dans la nature. En définitive, parmi tous les protagonistes de cette saga criminelle, il semble être le seul à avoir tiré son épingle du jeu.